Le nord du IXe siècle n'a rien d'un décor figé sur une carte. C'est une matière vivante, une alternance de lumière et d'ombre qui commande tout. L'été, le soleil s'attarde, étire les journées jusqu'à l'épuisement, et l'on travaille sans compter parce que la saison est courte, parce que l'hiver reviendra comme un couvercle. L'hiver, justement, serre les fjords, durcit les chemins, rend chaque déplacement plus cher, plus lent, plus dangereux. Le bois craque, la mer fume. Le fer, lui, ne change pas. Il rouille, il mord, il tient. Dans ces terres où l'on compte les hommes autant que les bêtes, la réputation est une monnaie. Elle circule plus vite que l'argent, plus vite que les nouvelles. Elle se gagne à la rame, à la hache, au serment. Elle se perd en une seule lâcheté. Et c'est là, dans ce monde de fermes dispersées, de halls enfumés, de marchés où l'on échange des peaux, de l'ambre, du fer brut, des armes et des esclaves, qu'apparaît un nom qui va finir par résonner bien au-delà des brumes. Björn, surnommé Jarnsida, côte de fer. Björn, on le connaît par des sources qui ne se parlent pas toujours. D'un côté, des textes francs, des annales, des chroniques écrites par des clercs qui voient arriver les flottes comme on voit arriver une maladie, avec effroi, avec colère, avec une précision parfois sèche, parfois déformée par la peur. De l'autre, des sagas scandinaves rédigées bien plus tard, quand la mémoire s'est déjà transformée en littérature, quand les lignées ont besoin d'ancêtres, quand les rois ont besoin de pères héroïques. Entre les deux, un brouillard, et dans ce brouillard, une silhouette qui avance, tantôt nette, tantôt fantomatique. On dit souvent « fils de Ragnar Lodbrok ». C'est une filiation qui a la beauté des récits. Ragnar, le père idéal des guerriers, le nom qui sert de pivot à toute une constellation de héros. Mais l'historien, lui, se méfie des pères trop parfaits. Les sources contemporaines, celles qui notent les raids, les sièges, les rançons, ne s'attardent pas sur les généalogies scandinaves. Elles enregistrent des chefs, des bandes, des flottes. Elles écrivent ce qu'elles voient ou ce qu'on leur rapporte. Le lien direct entre Björn et Ragnar appartient surtout à la tradition littéraire. Cela n'empêche pas le nom de Ragnar de coller à Björn comme une ombre prestigieuse. Dans un monde où l'autorité se prouve, où l'on doit convaincre des hommes libres de vous suivre, une ascendance, même racontée, même enjolivée, peut valoir une armée, car un chef viking n'est pas un général au sens romain ou carolingien. Il ne commande pas des soldats payés par un État. Il attire, il fédère, il promet, il partage. Il doit être assez riche pour équiper, assez audacieux pour tenter, assez chanceux pour revenir, et assez dur pour punir. La discipline sur un navire n'est pas une idée abstraite. C'est la différence entre une traversée et un naufrage, entre une attaque coordonnée et une panique. Sur une coque longue et étroite, où l'on dort serré, où l'on mange salé, où l'on boit ce qu'on peut, où l'on rame jusqu'à sentir les épaules brûlées, l'autorité se mesure à la capacité de tenir les hommes ensemble. Le monde scandinave du IXe siècle est en mouvement. Les royaumes ne sont pas encore ces États centralisés que l'on imagine parfois. Ce sont des mosaïques de pouvoirs locaux, de jarls, de chefs, de familles, qui se disputent des terres, des ports, des routes. La mer est une autoroute. Elle relie plus qu'elle ne sépare. On navigue le long des côtes, on connaît les abris, les bancs de sable, les courants. On apprend à lire le ciel. On sait que le vent peut être un allié ou un bourreau. Et surtout, on sait construire. Le navire est l'arme absolue. Pas seulement parce qu'il transporte des hommes armés, parce qu'il transporte une manière de faire la guerre. Rapide, surprise, réversible. On frappe et on disparaît. On remonte un fleuve, on se cache dans un estuaire, on attend la marée. Les rivets de fer plantés dans le bois tiennent la coque comme une armure tient un corps. Le fer encore, toujours. Et pendant que le Nord perfectionne ses flottes, le Sud, lui, se fragmente. L'empire de Charlemagne, ce bloc qui avait donné l'illusion d'une unité occidentale, se fissure après sa mort. Ses héritiers se disputent. Les frontières deviennent des cicatrices ouvertes. Les grands seigneurs se méfient du roi, le roi se méfie des grands. Les villes, les monastères, les ports deviennent des proies, non pas parce qu'ils sont faibles en soi, mais parce que la coordination manque, parce que les réponses sont lentes, parce que l'on ne sait pas encore comment combattre une guerre qui arrive par l'eau. Les annales franques, quand elles parlent des Normands, ne décrivent pas des individus au sens moderne. Elles décrivent une menace, une catégorie, un fléau. Mais parfois un nom perse, un nom qui revient, un nom qui s'attache à des événements. Björn est de cela. Avant la Méditerranée, avant les récits de ruses et de villes prises, il y a l'apprentissage, il y a la Francie. La grande scène occidentale où les Vikings viennent tester leurs méthodes, mesurer les défenses, comprendre les réactions, la Seine, la Loire, la Garonne, des couloirs qui mènent au cœur des richesses, des fleuves larges, navigables,
bordés de terres cultivées, de villages, de monastères dont les toits brillent parfois de plomb, dont les autels portent de l'or, de l'argent, des reliquaires. Pour un chef du Nord, ce n'est pas seulement du butin, c'est une démonstration. C'est la preuve que le monde est plus vaste que les fjords et qu'il y a, au-delà de l'horizon, des lieux où l'on peut prendre en une journée ce qu'une ferme produit en plusieurs années. Les premières décennies du IXe siècle ont déjà vu des raids. On a pillé Lindisfarne en 793, on a frappé les côtes, on a remonté des rivières, mais dans les années 840 et 850, quelque chose change d'échelle. Les flottes grossissent, les raids deviennent des campagnes, on ne vient plus seulement pour brûler et repartir, on vient pour hiverner, pour s'installer temporairement, pour négocier, pour rançonner, pour jouer avec les divisions politiques. C'est là que Björn se forme, ou du moins qu'il apparaît dans un monde où cette formation est possible. Un chef qui veut compter doit comprendre la mécanique du pillage à grande échelle. Il faut des navires, donc du bois, donc des charpentiers, donc des forges pour les rivets, donc des hommes capables de travailler autant que de se battre. Il faut des vivres, il faut des informations. Où sont les garnisons? Quels monastères ont été déjà vidés? Quels ports ont des chaînes à l'entrée? Quels comptes sont prêts à payer pour qu'on aille piller le voisin plutôt que soi-même? La guerre devient une économie brutale, mais une économie. Dans les halls scandinaves, on boit et on parle. On raconte des voyages, on décrit des villes de pierre, des églises hautes, des marchés où l'on trouve des tissus fins, du vin, des épices. On parle aussi des dangers, les tempêtes, les récifs, les embuscades, les maladies qui frappent quand on campe dans des marais, quand on boit une eau mauvaise. Un chef qui écoute ces récits n'écoute pas seulement pour rêver, il écoute pour planifier, pour choisir ses hommes, pour savoir qui a déjà vu telle côte, qui connaît tel fleuve, qui peut servir d'interprète, qui a des contacts. Björn, côte de fer, est souvent présenté comme un guerrier presque invulnérable, un homme que les lames ne percent pas. C'est le genre de motif que la tradition adore. Mais derrière l'image, il y a une réalité plus intéressante. Survivre dans ces années-là, ce n'est pas seulement être fort, c'est être prudent au bon moment. C'est savoir quand frapper et quand partir. C'est savoir quand accepter une rançon et quand refuser. C'est savoir gérer l'orgueil des autres chefs, car les Vikings ne sont pas une armée unifiée. Ce sont des coalitions mouvantes, des bandes qui s'agrègent autour d'un leader tant qu'il apporte du succès. Et le succès, c'est du butin, oui, mais c'est aussi du prestige. Le prestige, c'est ce qui permet de recruter encore plus d'hommes la saison suivante. C'est ce qui permet de marier ses enfants, de conclure des alliances, de s'imposer dans les assemblées. Un chef doit donc être à la fois un combattant et un organisateur, un homme de violence et un homme de compte. Combien de parts pour chaque rameur? Quelle part pour le propriétaire du navire? Quelle part pour celui qui a fourni les armes? Comment éviter que la jalousie ne fasse éclater le groupe au moment où l'on a le plus besoin de cohésion? Les sources franques, elles, voient surtout le résultat. Des abbayes incendiées, des villes rançonnées, des campagnes ravagées. Elles notent parfois les années où les Normands remontent la Seine, où ils menacent Paris, où ils frappent Rouen, où ils s'installent sur une île, où ils forcent les autorités à négocier. Elles décrivent des rois carolingiens qui rassemblent des troupes, qui construisent des ponts fortifiés, qui tentent de bloquer les fleuves. Elles décrivent aussi les échecs. Des armées qui arrivent trop tard, des comtes qui se disputent le commandement, des paysans qui fuient. Dans ce chaos, un chef viking intelligent comprend vite une chose. La Francie n'est pas seulement riche, elle est divisée, et la division est une invitation. On peut jouer des rivalités. On peut accepter de l'argent d'un camp pour frapper l'autre. On peut menacer une ville pour obtenir une rançon sans même l'attaquer. On peut faire croire qu'on est plus nombreux qu'on ne l'est. On peut surtout apprendre. Apprendre les marées de l'Atlantique. Apprendre les courants de la Manche. Apprendre la manière dont les Francs réagissent. D'abord la panique, puis la tentative de rassembler, puis la négociation. Apprendre que les monastères, au début, sont des coffres-forts mal défendus, mais qu'ils se vident vite, qu'ils cachent leurs trésors, qu'ils fortifient leurs murs. Apprendre que les villes, elles, peuvent être prises si l'on arrive par surprise, mais qu'elles deviennent dangereuses si elles ont le temps de fermer leurs portes et d'appeler des renforts. C'est dans ce laboratoire de violence et d'opportunisme que se fabrique un nom, pas en une seule bataille, pas en un seul exploit, par accumulation, par répétition, par la capacité à revenir vivant. Les hommes suivent celui qui revient avec des bracelets d'argent, avec des armes fines, avec des tissus, avec des esclaves, celui qui peut offrir un festin, distribuer des cadeaux, payer des poètes pour chanter ses actes. La mémoire, dans ces sociétés, est une arme et elle se nourrit de détails. La manière dont un chef se tient sur la proue, la manière dont il parle avant l'assaut, la manière dont il partage le butin,
Björn, dans la tradition, est associé à des frères, à une fratrie célèbre, Ivar, Ubbe, Halfdan, des noms qui, eux aussi, oscillent entre histoire et saga. Ce qui est certain, c'est que le 9e siècle voit émerger des chefs scandinaves, capables de coordonner des opérations de grande ampleur. Les raids ne sont plus seulement des coups de main, ils deviennent des entreprises, et une entreprise a besoin de cadres, de lieutenants, de partenaires. Le partenaire le plus célèbre de Björn plus tard sera Hastein, un autre nom qui traverse les sources, un chef dont la réputation est faite de ruse autant que de violence. Mais avant d'en arriver à cette alliance et à cette route vers le sud, il faut comprendre ce qui pousse un homme comme Björn à regarder au-delà de la Francie. La Francie, à force d'être frappée, apprend, lentement mais elle apprend. Les ponts fortifiés apparaissent, les garnisons se renforcent. Les rançons parfois deviennent une habitude, mais une habitude coûteuse qui finit par provoquer des réactions. Les chefs vikings, eux, comprennent aussi que les proies faciles se raréfient, qu'il faut aller plus loin, que l'Atlantique n'est pas une limite mais un couloir, que les côtes de l'Hispanie, les détroits, les mers plus chaudes, recèlent des richesses et des villes qui n'ont pas encore intégré cette manière de faire la guerre. Mais ce désir d'aller plus loin n'est pas seulement une soif d'or, c'est une logique de prestige. Dans un monde où beaucoup de chefs peuvent piller un monastère sur la côte franque, celui qui revient en disant qu'il a vu des villes, de marbre, qu'il a pris des butins dans des ports lointains, qu'il a affronté des ennemis parlant une autre langue, celui-là devient autre chose. Il devient un nom qui dépasse la saison, un nom qui s'inscrit dans une génération. Et pourtant, ce nom reste insaisissable, parce que les sources contemporaines ne racontent pas sa jeunesse. Elles ne décrivent pas son visage, sa voix, ses peurs. Elles ne disent pas « Björn est né en 777 », comme on le lit parfois dans des biographies modernes. Les dates précises dans ce monde sont des approximations, des reconstructions. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il est actif au milieu du 9e siècle, qu'il appartient à cette génération de chefs qui ont grandi avec l'idée que la mer est un champ de bataille et une route commerciale, que le raid est une profession autant qu'un rite. Profession, oui, parce qu'il y a des compétences. Savoir naviguer, savoir lire une côte, savoir choisir un mouillage, savoir réparer un navire après une tempête, savoir gérer les blessures, une entaille qui s'infecte, une flèche dans la cuisse, une main écrasée par un bouclier, savoir maintenir le moral quand la pluie ne cesse pas, quand les vivres diminuent, quand les hommes commencent à murmurer, savoir punir un voleur dans ses propres rangs, parce que le pillage doit être dirigé vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Un groupe qui se dévore lui-même ne traverse pas une saison. Dans les ports scandinaves, on voit des scènes qui disent tout, des hommes qui goudronnent les coques, qui remplacent des planches, qui martèlent des rivets chauffés au rouge, qui ajustent des rames, le bruit du fer sur l'enclume, l'odeur de la résine, les mains noircies, les femmes qui gèrent la ferme pendant que les hommes partent, qui comptent les réserves, qui savent que le retour n'est jamais garanti, les enfants qui regardent les navires s'éloigner, qui apprennent très tôt que la mer peut rendre riche ou veuve. Un chef comme Björn doit être au centre de tout cela. Il doit inspirer confiance aux propriétaires de navires, aux hommes qui investissent leur vie dans une expédition. Il doit aussi négocier avec d'autres chefs, parce que pour frapper plus loin, il faut plus de navires. Et plus de navires, c'est plus de bouches à nourrir, plus de rivalité, plus de risques de scission. La coalition est une force, mais c'est une force fragile. Les années 840-850 en Francie offrent un terrain d'entraînement idéal. Les Vikings y apprennent la guerre fluviale. Ils apprennent à utiliser les îles comme base. Ils apprennent à exploiter la lenteur des armées terrestres. Ils apprennent aussi que les Francs peuvent être redoutables quand ils sont bien commandés, quand ils parviennent à bloquer un passage, quand ils surprennent un camp. Les Vikings ne sont pas invincibles. Ils perdent des hommes, ils perdent des navires. Ils se font parfois piéger, et chaque perte est une leçon. Dans les chroniques, on voit apparaître une autre dimension, la négociation. Les rois carolingiens parfois payent, ils achètent la paix. Ils versent des sommes énormes pour que les flottes s'éloignent. C'est humiliant, mais c'est pragmatique. Et pour les Vikings, c'est une preuve supplémentaire que leur méthode fonctionne. Pourquoi risquer un assaut coûteux si l'on peut obtenir de l'argent en menaçant seulement? Pourquoi perdre des hommes contre des murs si l'on peut faire plier un adversaire par la peur? Mais cette logique a un effet pervers. Elle attire encore plus de flottes. Elle transforme la Francie en marché de la rançon. Et sur ce marché, la concurrence est féroce. Un chef doit se distinguer. Il doit trouver de nouvelles cibles, de nouvelles routes, de nouveaux coups. C'est là que le surnom « côte de fer » prend une autre résonance. Les côtes, ce ne sont pas seulement les eaux, ce sont les rivages, les lignes de contact entre la mer et la terre. Les Vikings frappent les côtes. Ils vivent des côtes.
Ils lisent les côtes comme un texte. Une côte, c'est un port, un estuaire, une plage où l'on peut tirer les navires, une falaise qui protège du vent, une rivière qui mène à l'intérieur. Un chef qui comprend les côtes comprend la guerre viking. Et le fer, encore une fois, est partout. Dans les clous qui fixent les planches, dans les chaînes que l'on brise, dans les serrures que l'on force, dans les menottes des captifs, dans les épées franques que l'on prend comme trophées, parce qu'elles sont bien forgées, parce qu'elles ont une valeur symbolique. Le fer est aussi dans les blessures, dans les côtes cassées, dans les pointes qui restent coincées. Le fer protège et détruit. Il donne un surnom et il donne une tombe. On aimerait pouvoir suivre Björn pas à pas, le voir jeune, le voir apprendre, le voir se battre pour la première fois. Mais le 9e siècle ne nous offre pas ce luxe. Il nous offre des éclats, des mentions, des traditions. Alors il faut regarder le monde autour de lui, parce que ce monde explique comment un homme peut surgir et devenir, en quelques saisons, un nom qui voyage. La Scandinavie n'est pas isolée. Elle commerce, elle échange. Elle reçoit des monnaies arabes par des routes qui passent par l'Est, par les fleuves russes, par les marchés où l'on vend des fourrures et des esclaves. Elle reçoit des objets francs, des vers, des armes. Elle est connectée. Et cette connexion nourrit l'ambition. Quand on a vu une pièce d'argent venue de loin, quand on a entendu parler de villes où l'or circule, on ne regarde plus son horizon de la même manière. Dans les assemblées, les chefs doivent justifier leur choix. Partir en raid, c'est risquer des hommes, c'est risquer des navires. C'est risquer de laisser des terres sans défense. Il faut donc promettre un retour chargé. Et pour promettre, il faut croire à sa propre chance. Il faut aussi savoir vendre son projet. Un chef charismatique peut convaincre, un chef prudent peut rassurer, un chef brutal peut imposer. Björn, dans la mémoire, combine tout cela, la dureté du fer, la capacité à encaisser et l'audace de frapper loin. Les premières campagnes en Francie, pour un homme comme lui, sont aussi une école de politique, parce que les Francs ne sont pas seulement des victimes. Ils sont des acteurs. Ils négocient, ils trahissent, ils utilisent parfois les Vikings comme mercenaires, comme alliés temporaires. Ils offrent des terres, des paiements, des otages. Ils tentent de détourner la violence. Et un chef viking qui comprend cela peut transformer un raid en stratégie. On imagine souvent le viking comme un homme qui ne pense qu'à brûler. C'est une image commode, elle rassure. L'ennemi serait simple. Mais la réalité est plus inquiétante, parce qu'elle montre des chefs capables d'observer, d'apprendre, d'adapter, capables de comprendre que la peur est une arme, que la vitesse est une arme, que l'information est une arme, capables de comprendre que la gloire se fabrique autant par le récit que par le sang. Et le récit, justement, commence à se tisser autour de Björn. Les poètes, les skalds, ont un rôle. Ils fixent des formules. Ils donnent des épithètes. Ils transforment des actions en images. Côte de fer. On voit déjà le guerrier qui encaisse les coups, qui avance malgré les lames. On voit aussi le chef dont la présence rassure ses hommes, parce que si le chef tient, le groupe tient. Mais cette fabrication de la gloire a un prix. Elle brouille les traces. Plus un homme devient légendaire, plus il attire des histoires qui ne sont pas forcément les siennes. Plus on lui attribue des exploits, plus on le relie à des figures prestigieuses. Ragnar, par exemple, le père idéal. Le nom qui donne une profondeur mythique. Dire « fils de Ragnar », c'est dire « il appartient à une lignée de destin ». C'est une manière de rendre cohérent ce qui, historiquement, est fragmentaire. Dans les sources franques, Björn apparaît comme un chef parmi d'autres, mais un chef suffisamment important pour être nommé. Cela signifie qu'il commande, qu'il est reconnu, qu'il a une place dans ses coalitions. Cela signifie aussi qu'il a déjà franchi plusieurs seuils, celui de la simple participation, celui du commandement, celui de la réputation, qui traverse les frontières. Et cette réputation se construit sur des réalités très concrètes, sur la capacité à mener un navire dans un estuaire sans s'échouer, sur la capacité à débarquer vite, à former un mur de boucliers, à frapper un point faible, à repartir avant que la cavalerie franque n'arrive, sur la capacité à choisir le bon moment, après une récolte, quand les greniers sont pleins, avant une fête, quand les églises sont décorées, pendant une crise politique, quand les comtes sont occupés à se battre entre eux. Les années 850 voient aussi une intensification des réponses franques. On fortifie, on construit, on tente de contrôler les fleuves. On comprend que la mer n'est pas une frontière. Et cette prise de conscience réduit peu à peu la marge de manœuvre des Vikings. Pas partout, pas tout de suite. Mais suffisamment pour que les chefs les plus ambitieux regardent ailleurs. Ailleurs, c'est le Sud. Mais avant de rêver au Sud, il faut imaginer ce que cela représente pour un homme du Nord. La Méditerranée n'est pas seulement une mer plus chaude, c'est un autre monde. Des vents différents, des ports fortifiés depuis des siècles, des langues inconnues,
des réseaux d'information plus denses, des pouvoirs qui ont l'habitude des pirates, des raids, des sièges, des villes de pierre qui ne brûlent pas comme des villages de bois, des côtes où l'on ne peut pas toujours tirer un navire sur la plage, des détroits où l'on peut être piégé. Pour envisager cela, il faut une confiance immense, ou une nécessité, ou les deux. Et cette confiance, Björn la forge dans les eaux grises du Nord, dans les campagnes de Francie, dans les succès et les revers qui font d'un chef un survivant. On peut presque sentir la transition dans l'air. Le moment où les raids ordinaires ne suffisent plus, le moment où un chef se dit que la prochaine saison doit être différente, plus grande, plus risquée, plus rentable. Le moment où l'on commence à parler de routes longues, de navigation au large, de franchissement de caps dangereux. Le moment où l'on rassemble des hommes qui ne se contentent pas de ramer, mais qui savent aussi réparer, négocier, interpréter, survivre loin de chez eux. Björn, à ce stade, n'est pas encore le pillard de la Méditerranée dans la mémoire populaire. Il est un chef du Nord parmi les chefs du Nord, mais un chef qui a compris quelque chose. La gloire n'est pas seulement dans la violence, elle est dans la distance, dans l'audace géographique, dans la capacité à faire de la mer un chemin vers l'inconnu, et pourtant, plus il s'éloigne dans l'imaginaire, plus il devient difficile à saisir dans les documents. C'est le paradoxe cruel de ces vies. Les actes les plus retentissants sont ceux qui laissent parfois le moins de traces directes, parce qu'ils se déroulent loin des centres d'écriture, parce qu'ils sont racontés par des ennemis qui ne comprennent pas toujours ce qu'ils voient ou par des descendants qui embellissent. Alors il reste des images. Le fer des rivets, le fer des anneaux, le fer des lames, le fer qui donne un surnom et qui promet une protection. Et les côtes, ces lignes fragiles où tout se joue, un débarquement, une fuite, une négociation, une tempête. Dans un hall scandinave, un soir, la fumée monte vers les poutres, les torches tremblent. On entend le bruit des coupes, le murmure des hommes, le claquement d'un morceau de viande que l'on déchire. On parle des francs, de leurs églises, de leurs trésors. On parle aussi des rumeurs venues de plus loin, des terres où le soleil est plus dur, où les villes sont plus anciennes, où l'or circule autrement. Un chef écoute. Il ne dit pas tout, il laisse les autres parler, il mesure les appétits, il repère ceux qui veulent plus que la saison prochaine, ceux qui veulent un nom. Björn Côte de Fer est déjà ce genre d'homme, un homme qui ne peut pas se contenter de frapper les mêmes rivages que les autres, un homme qui comprend que, dans ce siècle de fractures politiques et de routes maritimes en expansion, la mer offre une fenêtre courte, une fenêtre qui se refermera quand les défenses s'adapteront, quand les pièges se multiplieront, quand les royaumes apprendront à répondre vite. Pour l'instant, la fenêtre est ouverte, le vent est favorable, les rivets tiennent, les hommes sont prêts, et le fer silencieux attend son prochain usage. Le projet d'aller au sud ne naît pas dans une carte, ni dans un rêve de poète. Il naît dans des conversations de quai, dans des calculs murmurés au-dessus d'un coffre de pièces, dans la fatigue d'une route devenue trop connue. La Francie, à force d'être saignée, commence à se bander, les estuaires se hérissent, les ponts se ferment, les comtes apprennent à ne plus courir chacun de leur côté. Et quand une proie apprend, le prédateur change de terrain. Dans les ports du Nord, on voit alors une agitation différente. Pas l'agitation d'un raid de saison où l'on arme vite, où l'on part léger, où l'on compte sur la surprise et sur la chance. Non, une agitation lourde, industrielle. On abat des arbres plus droits, plus longs, parce qu'il faut des mâts qui tiennent la mer ouverte. On choisit des planches sans nœuds, parce qu'une faiblesse dans le bordé au large n'est pas une fuite d'eau, c'est une tombe. On chauffe le fer jusqu'à ce qu'il devienne presque blanc. On le martèle, on le plie, on en fait des rivets par centaines, par milliers. Le fer, toujours. Le fer qui fixe le bois, le fer qui fixe les hommes à leur destin. Et puis, il y a les voiles. La voile, c'est la différence entre une expédition et une errance. Une voile, ce n'est pas seulement du tissu, c'est du travail de femme, souvent, des semaines de filage, de tissage, de réparation. La laine doit être serrée, graissée, parfois traitée pour mieux repousser l'eau. Une voile mal faite se déchire au premier coup de vent sérieux. Une voile bien faite vous porte jusqu'à des rivages où personne ne vous attend. On la plie, on la roule, on la protège comme une arme. Les hommes, eux, ne sont pas des pions. Ils sont des investisseurs, chacun apporte quelque chose. Un navire, une rame, une hache, une lance, une cotte, un bouclier. Certains apportent une expérience. Ils ont déjà vu les côtes de Bretagne, les embouchures de la Loire, les bancs de sable qui avalent les quilles. D'autres apportent des contacts. Un marchand qui a parlé à un autre marchand. Un captif qui a entendu une langue étrangère. Un prêtre, pris lors d'un raid et gardé vivant parce qu'il sait lire, parce qu'il sait compter, parce qu'il sait prier dans des lieux où l'on prie autrement.
Dans une expédition longue, un homme qui sait parler ou qui sait reconnaître une monnaie vaut parfois autant qu'un homme qui sait tuer. Björn, à ce moment-là, n'est pas seulement un guerrier au surnom dur, il est un centre de gravité. Il doit convaincre des hommes de quitter la zone où l'on sait revenir. Quitter la Manche, quitter les fleuves familiers, quitter les repères, aller vers une mer dont on parle comme d'un autre ciel, plus bleu, plus salé, plus traîtresse aussi, parce qu'elle ne ressemble pas à ce que l'on connaît. Les marées y sont différentes. Les vents y obéissent à d'autres rythmes. Les ports y sont des pierres, pas des palissades. Et les ennemis y ont des siècles d'habitude de la guerre de siège, de la guerre navale, de la guerre de ruse. Pour que des hommes acceptent cela, il faut une promesse qui dépasse la simple rapine. Il faut la promesse d'un butin qui change une vie, pas quelques calices et des bœufs, des trésors de ville, des soieries, des monnaies d'argent en quantité, des objets qui, une fois ramenés au nord, deviennent des preuves qu'on a été plus loin que les autres, qu'on a frappé là où personne n'avait frappé, qu'on a osé. C'est là qu'entre en scène un autre nom, aussi glissant que celui de Björn, mais plus nettement associé à la ruse dans la mémoire, Hastein. Les sources franques le connaissent, elles le craignent. Elles le décrivent comme un chef capable de se glisser entre les défenses, de frapper là où l'on ne l'attend pas, de disparaître avant la riposte. Hastein n'est pas un subalterne, c'est un partenaire, et une alliance entre chefs dans ce monde n'est jamais un mariage d'amour. C'est un contrat de fer. Tant que le fer tient, on rame ensemble. Quand il se fissure, on se tue. Pourquoi s'allier? Parce que la Méditerranée n'est pas un raid de 20 navires. C'est une entreprise qui exige une masse critique. Il faut assez de coques pour transporter des hommes, des vivres, des armes, et pour absorber les pertes. Car on sait qu'il y aura des pertes. On ne part pas si loin en croyant au miracle. On part en acceptant l'usure, les tempêtes, les maladies, les accidents, les combats, les désertions, les querelles. Tout cela est compté, même si personne ne l'écrit. On imagine souvent les Vikings comme des hommes qui vivent au jour le jour. C'est faux, ou plutôt c'est incomplet. Un chef qui veut aller au sud doit penser en saison, en fenêtre de vent, en point d'eau, en port où l'on peut réparer. Il doit savoir où l'on peut tirer les navires sur une plage sans se faire enfermer. Il doit savoir où l'on peut trouver du bois pour remplacer une vergue cassée. Il doit savoir où l'on peut acheter ou voler du grain. Et il doit savoir où l'on peut vendre. Car le butin, ce n'est pas seulement prendre, c'est transformer. Transformer des objets en argent, des captifs en monnaie, des bijoux en parts. Sans marcher, le pillage s'étouffe sous son propre poids. La route vers le sud commence par l'Atlantique. Et l'Atlantique, même pour des hommes du Nord, n'est pas un lac. C'est une masse qui vous rappelle que vous n'êtes rien. Les vagues y sont longues, lourdes. Elles soulèvent la coque comme une main géante. Le sel colle à la peau, brûle les lèvres. Les nuits sont humides, les vêtements ne sèchent pas. On dort par tranches, roulé dans une couverture qui sent la laine mouillée et la fumée. On mange ce qui tient, du poisson séché, de la viande salée, du pain dur quand il y en a. On boit ce qu'on peut et l'eau vite devient un problème. L'eau douce est plus précieuse que l'argent quand on est loin des rivières. Sur un navire, la discipline n'est pas une vertu morale. C'est une mécanique, chacun a sa place. Chacun sait quand ramer, quand tenir la voile, quand écoper, quand se taire. Un cri mal placé, une panique et la manœuvre se rate. Et une manœuvre ratée au large, c'est parfois la fin. Björn, côte de fer, doit être ce type de chef qui impose le calme, pas par douceur, par présence, par la certitude que si l'on tient, on arrive. Il longe des côtes connues, puis des côtes moins connues. Les caps deviennent des repères de peur. On les contourne en priant ses dieux, ou en serrant les dents, ou en jurant contre le vent. On guette les oiseaux, parce que les oiseaux disent la terre. On guette la couleur de l'eau, parce que la couleur dit les fonds. On guette l'odeur, parce que la terre a une odeur, même avant d'être vue. Et quand enfin les rivages de l'Hispanie apparaissent, ce n'est pas seulement un changement de latitude, c'est un changement de monde. Là, les villes ont des murs qui ne sont pas des palissades. Les tours surveillent, les ports ont des gardes. Les gens parlent une langue qui roule autrement, et surtout, il y a un pouvoir qui n'est pas celui des rois francs divisés à l'Andalus, l'Espagne musulmane, héritière d'une administration, d'une fiscalité, d'une culture urbaine qui sait compter, qui sait écrire, qui sait mobiliser. Les Vikings ont déjà affronté des armées, mais ici ils affrontent aussi des réseaux, des messagers, des autorités capables de fermer des portes, de déplacer des troupes, de prévenir les villes voisines. La surprise, qui est l'âme du raid, devient plus difficile. Cela ne veut pas dire que les Vikings sont impuissants. Cela veut dire que chaque coup coûte plus cher. On ne débarque pas n'importe où. On cherche des points faibles, un estuaire, une plage isolée, un village côtier. On frappe vite. On prend ce qui est transportable.
On capture des gens qui peuvent être rançonnés et on repart avant que la réponse ne se forme. Les sources arabes et latines, quand elles évoquent ces attaques, parlent d'hommes venus du nord, de magus, de païens, de flottes, qui surgissent comme des bêtes marines. Elles décrivent la peur, les incendies, les captifs. Elles décrivent aussi la riposte, des troupes rassemblées, des navires envoyés, des fortifications renforcées. On comprend alors quelque chose d'essentiel. La Méditerranée occidentale n'est pas un espace vide, c'est un théâtre saturé d'acteurs. Et un chef viking qui s'y aventure doit accepter d'être observé, traqué, compris. Björn et Hastein, dans cette coalition, doivent gérer une tension permanente. D'un côté, l'appétit des hommes, ils veulent du butin maintenant. De l'autre, la nécessité de ne pas se faire enfermer. Il faut bouger, il faut éviter les ports trop évidents, il faut choisir des cibles qui rapportent sans immobiliser la flotte. Car immobiliser une flotte, c'est offrir à l'ennemi le temps de vous encercler, et l'ennemi ici a des cavaliers rapides, des garnisons, des villes qui peuvent tenir. On imagine la scène. Des navires tirés sur une plage, la coque luisante de sel, les hommes qui sautent dans l'eau jusqu'aux genoux, qui portent les boucliers au-dessus de la tête pour les garder secs, qui courent vers les premières maisons. Le bruit est différent de celui du nord. Les oiseaux sont différents. La lumière est plus dure. Les ombres sont plus nettes. Et pourtant, le geste est tout le même. La hache qui frappe une porte, le fer qui mord le bois, le cri qui fait fuir, la main qui attrape, la corde qui lie. Mais la Méditerranée n'est pas seulement une suite de coups, c'est une navigation nouvelle. Les Vikings, habitués à des côtes où l'on peut souvent se cacher dans un fjord, découvrent des rivages plus ouverts, des ports plus surveillés, des îles qui peuvent être des refuges ou des pièges. Les Baléares, par exemple, apparaissent comme des points de repos possibles, des lieux où l'on peut trouver de l'eau, du bois, des vivres, mais chaque arrêt est un risque. Chaque arrêt laisse une trace, et une trace dans une mer où les nouvelles circulent vite peut devenir une embuscade. La coalition doit aussi gérer la question la plus prosaïque et la plus dangereuse, le ravitaillement. Les vivres ne se multiplient pas par la gloire. Les hommes mangent. Les chevaux capturés doivent être nourris si on veut les garder. Les captifs doivent être gardés, surveillés, parfois nourris aussi, parce qu'un captif mort ne se rançonne pas. L'eau douce doit être trouvée. Et l'eau douce sur des côtes inconnues se paie en sang. Alors on négocie. Oui, on négocie. On imagine mal des Vikings parlementer, mais ils le font. Ils prennent des otages pour obtenir des vivres. Ils échangent des captifs contre des informations. Ils utilisent des intermédiaires, un marchand local, un pêcheur terrorisé, un notable qui préfère payer plutôt que voir son village brûlé. La violence est la base, mais la violence ouvre la porte à la transaction. Et la transaction parfois rapporte plus qu'un incendie. C'est aussi là que la figure de Björn se complexifie. Le guerrier au surnom de fer doit devenir un gestionnaire de coalition. Il doit empêcher que ces hommes ne se dispersent en petites bandes qui se feront écraser une par une. Il doit empêcher que la jalousie ne dévore l'alliance avec Hastein. Car qui prend la plus belle part? Qui décide de la prochaine cible? Qui a le droit de parler au nom de tous? Dans une société où l'honneur est une monnaie, une humiliation peut déclencher une guerre interne plus vite qu'un ennemi extérieur. Et pourtant, ils avancent. Ils franchissent des détroits, ils longent des côtes, ils apprennent à lire des vents nouveaux. Le détroit de Gibraltar, cette porte entre deux mers, n'est pas seulement un passage géographique, c'est un seuil mental. Derrière, l'Atlantique, vaste, brutal, familier dans sa brutalité. Devant, la Méditerranée, plus fermée, plus fréquentée, plus surveillée. Une mer où les ports sont des nœuds de commerce, où les navires marchands circulent, où les autorités ont l'habitude de taxer, de contrôler, de compter. Dans cette mer, la proie n'est pas seulement un monastère isolé, la proie peut être un navire marchand chargé, la proie peut être une petite ville côtière riche de ses échanges. La proie peut être une île où l'on stocke des denrées, mais la proie ici a souvent des gardes, des tours, des signaux. On allume des feux, on envoie des messagers, on ferme des portes. La surprise devient une course contre le temps. Les Vikings compensent par ce qu'ils savent faire de mieux, la mobilité. Ils frappent, ils repartent. Ils ne s'enlisent pas. Ils évitent les sièges longs, sauf quand la promesse est immense. Et cette promesse, dans l'imaginaire comme dans la tradition, va bientôt prendre la forme d'une ville italienne dont le nom deviendra un aimant à légende, l'Uni. Mais avant l'Uni, il y a l'Italie comme horizon. L'Italie, ce n'est pas seulement une péninsule, c'est un symbole. C'est la terre des anciennes pierres, des villes romaines, des églises riches, des reliques, des trésors. Pour des hommes du Nord, l'idée même de toucher l'Italie, de la piller, c'est comme toucher le cœur d'un monde qui se croit ancien et protégé, et c'est là que la rumeur commence à travailler.
Car une expédition viking, ce n'est pas seulement des navires, c'est aussi une machine à produire des histoires. On raconte dans les ports, dans les marchés, dans les halls, que Björn et Hastine vont vers Rome. Le mot Rome devient un aimant. Il attire tout, il déforme tout. Dans la tradition, l'Uni sera parfois confondu avec Rome, ou présenté comme une sorte de Rome prise par ruse. Historiquement, la confusion est probable parce que ceux qui racontent, au nord, ne connaissent pas la géographie italienne avec précision et parce que Rome est plus puissant que l'Uni. Dire Rome, c'est dire « nous avons frappé le centre du monde chrétien ». Dire l'Uni, c'est dire « nous avons pris une ville ». La légende choisit toujours le mot qui brûle le plus. Mais sur le moment, pour les hommes qui rament, qui écopent, qui dorment sur des planches humides, la différence entre Rome et l'Uni n'est pas une question de prestige littéraire. C'est une question de navigation, de courant, de port, de murs. C'est une question de survie. La flotte, en avançant, doit aussi faire face à un autre ennemi, la maladie. Dans les expéditions longues, la maladie est un pillard silencieux. Les blessures s'infectent, les dents se gâtent, les fièvres apparaissent quand on boit une eau douteuse. Les hommes vomissent, délirent, deviennent inutiles à la rame. Et un homme inutile à la rame sur un navire n'est pas seulement un malade, c'est un poids qui ralentit tout le groupe. On peut être cruel, on peut être pragmatique, on peut être les deux. On peut débarquer un malade sur une côte étrangère, on peut le laisser. On peut aussi le garder par loyauté, mais la loyauté coûte. Et chaque coup dans une expédition se paie quelque part. Il y a aussi les tempêtes méditerranéennes, moins célèbres que celles du Nord, mais capables de briser une flotte. Un coup de vent qui se lève, une mer qui se creuse, une voile qui claque, un mât qui menace. Les hommes se battent contre la mer comme contre un ennemi. Ils écopent jusqu'à l'épuisement. Ils prient chacun à sa manière. Ils jurent. Ils s'accrochent. Et quand le calme revient, il manque parfois un navire. Un navire qui a disparu sans témoin. Un navire qui emporte avec lui des hommes, des armes, des parts de butin, des histoires qui ne seront jamais racontées. C'est là, dans cette usure, que la fenêtre de temps devient palpable. On ne peut pas rester indéfiniment. Chaque jour au sud est un jour où l'on s'éloigne du nord, où l'on consomme des vivres, où l'on use des coques, où l'on augmente la probabilité d'une catastrophe. Et pourtant, il faut que cela vaille la peine. Il faut un coup qui justifie tout. Un coup qui, une fois raconté, fera oublier les nuits de froid humide, les fièvres, les disputes, les morts anonymes. Alors la coalition cherche des cibles qui frappent l'imagination autant que les coffres, des villes connues, des lieux de pèlerinage, des ports riches. Et dans cette recherche, la Méditerranée devient un jeu d'échecs où chaque mouvement est risqué. On peut tomber sur une ville mal préparée et la prendre. On peut tomber sur une ville qui feint la faiblesse et vous attire dans un piège. On peut débarquer et découvrir que les habitants ont déjà fui avec leurs richesses. On peut capturer des gens et apprendre trop tard qu'ils ne valent rien en rançon. On peut aussi parfois tomber sur un navire marchand si lourd de cargaison que le simple fait de le prendre change l'équilibre du butin. Björn, dans cette mécanique, doit rester le chef qui tient. Le chef dont les côtes de fer ne sont pas seulement une image de résistance physique, mais une image de résistance politique. Tenir la coalition, tenir la discipline, tenir la direction. Car plus on va loin, plus la tentation de la dispersion grandit. Certains voudront rentrer dès qu'ils auront assez. D'autres voudront continuer jusqu'à la folie. Certains voudront trahir, partir avec leur part, disparaître. Et un chef qui laisse faire perd tout. Il perd la flotte, il perd la réputation, il perd la capacité de recruter l'année suivante. On comprend alors pourquoi la Méditerranée, dans la mémoire, est associée à des noms comme Björn et Hastine. Parce qu'il ne suffit pas d'être violent pour y survivre. Il faut être organisateur. Il faut être navigateur, il faut être diplomate à sa manière, il faut être comptable. Et il faut être parfois acteur, jouer un rôle, faire croire, tromper. Les Vikings savent tromper, ils savent se déguiser en marchands, ils savent utiliser des drapeaux, des signaux, des langues apprises à la hâte, ils savent exploiter la curiosité des ports. Un navire qui arrive n'est pas forcément un navire de guerre, surtout dans une mer où le commerce est constant, et cette ambiguïté est une arme plus fine que la hache, une arme qui ouvre des portes sans les briser. C'est dans cette logique que la route vers le sud devient plus qu'une série de pillages. Elle devient une école de la guerre à longue distance, une guerre où l'information compte autant que le fer, où la vitesse compte autant que la force, où la capacité à choisir le moment compte autant que le courage. Et pendant que la flotte avance, quelque chose d'autre avance aussi, la rumeur. Dans les ports, on parle de ces hommes du Nord qui ont franchi les colonnes d'Hercule, qui ont frappé les côtes d'Al-Andalus, qui rôdent dans la mer intérieure. Les autorités locales s'alertent, les villes se préparent, les marchands changent de route.
Les pêcheurs surveillent l'horizon. La Méditerranée, qui est un réseau, réagit comme un organisme. Elle envoie des signaux, elle se contracte, elle se défend. C'est là que la contrainte de temps devient une pression sur la poitrine. Plus on reste, plus on devient prévisible. Plus on devient prévisible, plus on devient vulnérable. Alors il faut frapper avant que la mer ne se ferme, avant que les ports ne se verrouillent, avant que les flottes locales ne se coordonnent, avant que l'on ne comprenne vos habitudes, vos besoins, vos points faibles. Et puis il y a les hommes. Les hommes qui au début étaient excités par l'idée du Sud, commencent à sentir le poids du retour, car le retour lui aussi est une traversée. Il faudra repasser le détroit, il faudra affronter l'Atlantique, il faudra arriver au nord avant que l'hiver ne ferme les ports, il faudra rentrer avec assez de navires pour que le récit ne soit pas un récit de défaite, il faudra rentrer avec assez de butin pour que les veuves ne maudissent pas le nom du chef. Alors, dans les décisions de Björn, on devine une tension constante, poussée assez loin pour que la gloire soit incontestable, mais pas trop loin pour que l'expédition ne se transforme pas en suicide collectif. C'est une ligne fine, une ligne qui se joue sur des détails, un vent favorable, une information arrachée à un captif, un port aperçu au bon moment, une ville qui ouvre ses portes par erreur, une garnison qui arrive trop tard. La route vers le sud, finalement, n'est pas une flèche. C'est une série de détours, de coups, de replis, de prises, de pertes. Une route faite de sel et de sang. Et au centre, Björn Côte de Fer avance comme une silhouette qui tient debout dans le vent, non pas parce qu'il serait invincible, mais parce qu'il sait que dans ce monde, la gloire appartient à ceux qui reviennent. Ceux qui reviennent avec des preuves, avec du fer étranger, avec des monnaies inconnues, avec des récits qui font taire les autres, et déjà quelque part dans cette mer, une ville de pierre attend, une ville dont le nom plus tard sera tordu, amplifié, confondu avec un symbole plus grand qu'elle. Une ville qui offrira à la coalition ce qu'elle cherche depuis le départ, un coup assez éclatant pour que le Nord, en entendant l'histoire, oublie tout le reste. Le froid des nuits sur le pont, la soif, les fièvres, les navires perdus sans sépulture. Le fer, lui, ne se souvient pas. Il serre, il tient, il casse. Et quand il casse, il ne raconte rien. Ce sont les hommes qui racontent. Et plus ils ont été loin, plus ils racontent fort. La Méditerranée, vue depuis un bordage viking, n'a rien d'une carte postale. Elle n'est pas la mer intérieure des lettrés, ni le miroir bleu des poètes. Elle est une surface trop lisse, trop vaste, trop exposée, une mer où l'on se sent nu. Dans le nord, on peut toujours se recroqueviller dans un fjord, disparaître derrière une langue de terre, se glisser dans un estuaire, comme une lame dans un fourreau. Ici, les côtes s'étirent, les caps se voient de loin, les ports sont des bouches de pierre, et les tours, même petites, ont l'air de vous regarder. Le sel, surtout, n'est plus le même. Il colle autrement. Il ronge les cordages, il blanchit les planches, il mange les anneaux de fer des côtes et les rivets des coques. Le fer, encore. Le fer qui tient le navire, le fer qui tient l'homme, le fer qui finit par rouiller si on ne le frotte pas, si on ne l'huile pas, si on ne le protège pas. Et protéger du fer au milieu d'une expédition, ce n'est pas un geste noble, c'est un geste de survie. On gratte, on essuie, on aiguise, on entretient. On vole de la graisse, on récupère des chiffons, on fait sécher ce qui peut sécher. Parce qu'une lame émoussée, c'est une seconde de trop au moment où une porte résiste. Et une seconde de trop, c'est parfois une lance dans les côtes. Ils ont franchi le seuil de Gibraltar. Et ce passage n'est pas seulement un détroit, c'est un changement de rythme. Dans l'Atlantique, on lutte contre une force brute, une masse d'eau qui vous frappe sans intention. Dans la Méditerranée, on lutte contre une intelligence collective. Des routes, des ports, des signaux, des nouvelles qui courent plus vite que vous. Des pêcheurs qui voient une voile étrange et qui, avant même que vous ayez touché la plage, ont déjà envoyé un garçon à cheval vers la ville la plus proche. Ici, la mer est un réseau. Et un réseau, quand il est attaqué, se met à vibrer. La flotte de Björn et de Hastein, ce n'est pas une poignée de bateaux perdus. C'est une masse qui attire l'attention comme un incendie attire les regards. Des coques longues, basses, rapides, capables de s'approcher là où les navires plus lourds hésitent, des voiles qui, de loin, peuvent passer pour celles de marchands, si l'on veut y croire, et parfois on veut y croire. Parce que croire que ce sont des marchands, c'est repousser la peur d'une journée, une journée de plus, une journée avant que le fer ne frappe. Ils longent des rivages où les langues changent à chaque baie, des rivages où l'on prie autrement, où l'on compte autrement, où l'on écrit des ordres sur du parchemin et pas seulement dans la mémoire d'un chef. Et cette écriture, cette habitude de l'administration, c'est une arme invisible. Dans le Nord, un raid peut rester un événement local, une rumeur qui met du temps à remonter. Ici, un raid devient une information.
Une information qui circule, une information qui déclenche des décisions, alors la coalition doit bouger. Toujours bouger. Ne pas s'attarder, ne pas s'enliser dans un siège qui vous cloue sur une plage, avec des navires tirés à sec, vulnérables, exposés au feu, au sabotage, à la marée qui vous surprend. Les Vikings savent prendre des lieux, mais ils savent surtout éviter d'être pris eux-mêmes. Ils frappent comme on frappe une côte. Un choc, un arrachement, et on se retire avant que la pierre ne se referme. Les îles deviennent des haltes et des pièges. Les Baléares, par exemple, apparaissent comme des points de respiration. On y trouve de l'eau, parfois, du bois, parfois, des bêtes, parfois. Mais chaque île est aussi un cul-de-sac potentiel. Une flotte qui s'y attarde trop longtemps devient une proie. Les hommes le sentent. Ils le sentent dans la manière dont les habitants regardent, dans la façon dont les barques locales disparaissent soudain du rivage, dans le silence qui s'installe quand on approche. Le silence, c'est rarement bon signe. Le silence, c'est souvent un message envoyé ailleurs. Et puis il y a la fatigue, la vraie, celle qui ne se voit pas dans les sagas, les mains gonflées par la rame, les épaules qui brûlent, les genoux qui cognent contre les bancs, les lèvres fendillées par le sel, les nuits où l'on dort par fragments, roulés dans une laine humide, avec l'odeur de goudron, de sueur, de poisson rance, les blessures qui s'infectent parce qu'on n'a pas le temps de les nettoyer correctement, les fièvres qui montent après une eau prise trop vite dans une source douteuse, la dysenterie, ce mot qui n'a rien d'héroïque mais qui tue des expéditions plus sûrement que les épées. Un homme qui se vide de ses forces n'est plus un guerrier. Il devient un poids. Et sur un navire, un poids, c'est une question de vitesse, de survie. Dans cette mer, la violence brute ne suffit pas. Il faut de l'information. Il faut des yeux. Il faut des langues. On garde des captifs vivants non par pitié, mais parce qu'ils savent où est la ville riche. Ils savent quel port a une garnison. Ils savent quel évêque a l'habitude de payer pour éviter l'incendie. Ils savent quel marchand a des entrepôts pleins. Et parfois, ils savent aussi ce qui est plus précieux encore, où l'on peut réparer. Réparer, c'est le nerf de la guerre au long cours. Une coque qui a pris un choc sur un récif, une quille qui a souffert, un gouvernail qui craque, une vergue fendue. Dans le nord, on peut rentrer, on peut trouver un chantier, on peut appeler des hommes du village. Ici, il faut improviser. Il faut trouver une plage abritée, tirer le navire, le caler avec des pierres, travailler vite. Il faut du bois droit, des chevilles, du fer. Le fer, toujours. Et si l'on n'a pas de fer, on en prend. On pille un atelier, on force un forgeron local à travailler sous surveillance, on lui donne une journée, 2, pas plus. On le menace. On le paie parfois si cela va plus vite. La morale dans ces moments-là est un luxe. La vitesse est une vertu. La coalition, elle aussi, s'use. Parce qu'une coalition de chefs, ce n'est pas une armée régulière. C'est une entente. Une entente faite de promesses, de parts, de prestige. Qui a pris le plus beau butin? Qui a eu la meilleure prise? Qui a capturé un notable qui vaut une rançon énorme? Qui a perdu des hommes et exige compensation? Les disputes ne sont pas des scènes de théâtre, ce sont des calculs. Et les calculs, quand ils tournent mal, deviennent des haches. Björn, côte de fer, doit tenir cette tension comme on tient une corde sous charge. Trop lâche, elle claque, trop tendue, elle casse. Il doit être assez dur pour imposer une direction, assez souple pour laisser à chacun l'impression qu'il y trouve son compte. Un chef viking n'est pas un roi absolu. Il est un centre de gravité. Il attire tant qu'il promet. Il perd dès qu'il semble faible. Et la Méditerranée, elle, ne pardonne pas les faiblesses. Parce qu'en face, il n'y a pas seulement des villages. Il y a des pouvoirs qui savent répondre. Des comtes, des émirs, des évêques, des commandants de garnison. Des hommes qui ont des murs, des cavaliers, des archers, des signaux de fumée. Des hommes qui peuvent aussi négocier, payer, acheter du temps. Acheter la paix pour une saison, puis préparer la guerre pour la suivante. Les Vikings, eux, jouent sur l'ambiguïté. Ils savent se présenter comme des marchands. Ils savent approcher un port sans crier, sans brandir les boucliers, en laissant croire à une transaction. Dans une mer où le commerce est constant, un navire qui arrive n'est pas automatiquement une menace. Et cette seconde d'hésitation, ce moment où l'on se demande ami ou ennemi, peut suffire à débarquer, suffire à courir jusqu'à la porte, suffire à faire sauter le verrou. Le fer n'a pas besoin de beaucoup de temps quand il trouve une faille, mais plus il frappe, plus la mer apprend. Les ports deviennent méfiants, les tours allument des feux plus tôt, les habitants cachent leurs biens, les notables fuient vers l'intérieur, les églises déplacent leurs objets précieux, les marchands changent de route. La proie se raréfie, ou plutôt elle se protège. Et quand une proie se protège, le raid devient plus coûteux. Plus de morts, plus de blessés, plus de temps perdu. Et le temps dans une expédition est une monnaie qui s'épuise, alors il faut un coup qui justifie tout.
Un coup qui, une fois raconté au nord, fera oublier les jours de faim, les fièvres, les navires perdus sans sépulture, un coup qui transforme une expédition risquée en légende. L'Italie apparaît comme une promesse de pierre et d'or, une terre où les villes ont des noms qui résonnent, où les églises sont anciennes, où les reliques attirent des dons, où les trésors ne sont pas seulement des pièces, mais des objets chargés de prestige, croix d'or, calices, tissus, livres, les livres surtout. Pour un homme du Nord, un livre n'est pas forcément un objet sacré, mais c'est un objet rare, un objet qui vaut parce qu'il est incompréhensible, parce qu'il vient d'un monde où l'on enferme la parole dans des signes, et ces signes, on le sait déjà, donnent du pouvoir. La rumeur, elle, fait son travail. Elle simplifie, elle grossit, elle attire, elle parle de Rome. Rome, ce mot qui, même pour ceux qui n'y sont jamais allés, est un centre religieux, un centre symbolique. Dire Rome, c'est dire « nous avons touché le cœur ». Et dans les récits qui remonteront vers le nord, la géographie se pliera à ce besoin de grandeur. Une ville prise en Italie pourra devenir presque Rome. Une ville au nom moins célèbre pourra être confondue, volontairement ou non, avec la plus grande, parce que la mémoire n'est pas un registre. La mémoire est une arme. La cible qui cristallise tout cela dans la tradition, c'est Luni, une ville de la côte Ligure, près de l'embouchure du Magra, ancienne colonie romaine, connue pour son marbre, pour ses pierres, pour cette impression de solidité que donnent les murs antiques. Luni n'est pas Rome. Mais Luni ressemble à ce que des hommes du Nord imaginent quand on leur dit « ville romaine ». Des murs, des portes, des bâtiments de pierre, une cathédrale, une richesse supposée, et surtout une chose essentielle, une ville qui peut être prise si l'on est assez rusé. La ruse dans ces expéditions n'est pas un supplément, c'est une nécessité. Parce que les Vikings ne viennent pas avec des machines de siège lourdes, pas avec des tours, pas avec des béliers construits sur place pendant des semaines. Ils viennent avec des haches, des lances, des arcs, des boucliers. Ils viennent avec la vitesse. Et quand la vitesse ne suffit pas face à un mur, il faut autre chose. Il faut tromper. La tradition médiévale raconte un épisode qui a la dureté d'un conte et la logique d'une opération. Hastein, ou un chef de la coalition, selon les versions, feint d'être mourant. On envoie des messagers à la ville. On demande l'entrée, non pas pour attaquer, mais pour enterrer un grand homme selon les rites chrétiens. On joue sur la religion de l'adversaire. On joue sur la compassion. On joue sur l'orgueil aussi. Quel prestige pour une ville d'accueillir la dépouille d'un chef étranger converti, ou du moins respectueux des rites. On ouvre. On laisse entrer un petit groupe, un cercueil, des porteurs, des hommes qui baissent la tête, et puis le cercueil s'ouvre, le mort se lève, le fer sort. Les portes sont prises de l'intérieur. Les gardes sont égorgés avant d'avoir compris. Les cris montent, les rues se remplissent de panique. La ville, qui croyait contrôler son seuil, découvre que le seuil est déjà derrière elle. Est-ce exactement ainsi que cela s'est passé? Les sources contemporaines sont avares de détails, et les sagas plus tardives aiment les coups de théâtre. Mais ce qui compte, c'est que ce type de ruse est plausible parce qu'il correspond à une réalité. Les Vikings apprennent vite, ils observent, ils comprennent que la religion de l'autre peut être un levier, ils comprennent que les portes, plus que les murs, sont la faiblesse. Ils comprennent que la confiance, même minuscule, est une brèche, et si l'Uni a été prise par ruse ou par force, le résultat, lui, est le même dans la mécanique de l'expédition. Un choc, un butin, une preuve, une histoire qui se raconte toute seule. Une histoire qui, une fois arrivée au nord, deviendra plus grande que la ville elle-même. On imagine la scène après la prise, pas la scène héroïque, mais la scène pratique. Les hommes qui courent vers les lieux où l'on stocke, les entrepôts, les maisons des notables, les églises. On arrache les objets de métal, on casse ce qui résiste. On remplit des sacs, on charge des coffres, on prend des tissus, parce que les tissus valent, parce qu'ils se revendent, parce qu'ils se portent comme des signes. On prend des ceintures, des broches, des bijoux. On prend des pièces, évidemment. Mais on prend aussi ce qui est lourd de sens, des objets liturgiques, des croix, des chandeliers. Le fer et l'or se mélangent dans les mains sales, et puis il y a les captifs. Les captifs, c'est une monnaie vivante. On ne les prend pas au hasard. On cherche ceux qui ont une valeur, ceux qui peuvent être rançonnés, ceux dont la famille paiera, ceux dont la ville paiera. Un évêque, un notable, un marchand riche. On les attache, on les garde, on les nourrit juste assez pour qu'ils restent utiles. Cruauté froide, calcul. Mais chaque captif est aussi un risque de révolte, un risque de ralentissement, un risque de maladie, un risque de négociation qui tourne mal. Et plus on en a, plus on doit mobiliser des hommes pour les surveiller.
Des hommes qui ne rament pas, qui ne combattent pas. Des hommes immobilisés. L'expédition, à ce moment-là, devient une balance. Plus de butin, plus de poids. Plus de prestige, plus de vulnérabilité. La prise d'une ville comme Luni ou d'autres cibles italiennes et méditerranéennes n'est pas seulement un triomphe, c'est un tournant. Parce qu'après un coup pareil, la mer se referme, les nouvelles partent, les ports se ferment, les autorités se coordonnent. Les navires locaux, qui jusque-là pouvaient être dispersés, commencent à chercher la flotte, et la flotte, elle, commence à sentir qu'elle a atteint un point où continuer devient plus dangereux que rentable. La Méditerranée occidentale n'est pas un espace où l'on peut disparaître longtemps. Trop de côtes habitées, trop de routes commerciales, trop de regards. Même les pirates locaux, même les marins habitués aux coups de main, savent reconnaître une menace qui dépasse l'ordinaire. Une flotte viking, ce n'est pas un incident, c'est une crise. Et la crise appelle des réponses, des embuscades, des tentatives de piéger la flotte dans un port, des attaques au moment où les navires sont tirés sur la plage, des négociations qui ne sont que des pièges. On promet des vivres, on promet un paiement, on attire, on retarde, on attend que des troupes arrivent. Les Vikings le savent. Ils ont eux-mêmes utilisé ces méthodes ailleurs. Ils sentent l'odeur du piège comme on sent l'odeur de la terre avant de la voir. Alors ils bougent encore. Ils frappent des côtes, des îles, des ports secondaires. Ils prennent des navires marchands. Un navire marchand en Méditerranée peut être une fortune flottante. Huile, vin, tissus, épices, métal. Mais un navire marchand, c'est aussi une information. Des lettres, des itinéraires, des noms de ports sûrs, des noms de ports dangereux, des rumeurs sur des flottes qui se rassemblent. On interroge, on menace, on écoute. Et parfois, on garde un pilote. Un homme qui connaît les courants, les vents, les récifs. Un homme qui, sous la lame, devient un instrument. La mer, pourtant, continue de prendre sa part. Un navire qui se brise sur un haut fond, un autre qui se perd dans une tempête soudaine, un troisième qui, trop chargé, manœuvre mal et se fait surprendre. Les pertes ne sont pas toujours des batailles, elles sont souvent des accidents, et un accident dans une expédition est une tragédie sans gloire. Pas de chant, pas de tombe, juste une absence. Les hommes, eux, changent. Au début, ils étaient portés par l'excitation. Maintenant, ils sont portés par l'inquiétude. Ils ont du butin, oui. Ils ont des objets qui brillent, des pièces qui tintent, des tissus qui sentent l'étranger. Mais ils sont loin, très loin. Et plus on est loin, plus le Nord devient une idée fragile. Une idée qu'on peut perdre si l'on tarde, si l'hiver vous attrape. Si l'Atlantique se fâche, si les vents tournent, la discipline devient plus dure, pas par goût de la dureté, par nécessité. Un homme qui vole dans le butin commun, un homme qui cache une pièce, un homme qui refuse de ramer parce qu'il estime avoir assez, devient un danger pour tous. Et dans ces sociétés, la sanction peut être immédiate, brutale. Un exemple. Parce qu'un exemple coûte moins cher qu'une mutinerie. Et la mutinerie, elle rôde toujours dans les expéditions longues, pas forcément sous la forme d'un complot organisé, plutôt sous la forme d'un murmure, d'un regard, d'une phrase « on a assez », d'une autre « pourquoi continuer pour la gloire de Björn », d'une autre encore « Hastein prend trop », les noms deviennent des étincelles, et un chef doit étouffer les étincelles avant qu'elles ne deviennent un feu. Björn, dans ce moment, n'est pas seulement un guerrier, il est un arbitre, un comptable, un juge. Il doit répartir, il doit promettre, il doit menacer, il doit parfois céder pour garder l'ensemble. Parce que l'ensemble, c'est la survie. Une flotte divisée dans cette mer est une flotte morte. Et malgré tout, la légende se fabrique. Elle se fabrique précisément parce que la réalité est dure, parce que les hommes ont besoin de donner un sens à ce qu'ils endurent. Ils ont besoin de croire que chaque fièvre, chaque rame, chaque nuit de froid humide sur le pont mène à quelque chose de plus grand qu'un sac de pièces. Ils ont besoin d'un récit où la souffrance devient un prix payé pour une grandeur. Alors on parle de Rome, on parle de villes immenses, on parle de trésors inimaginables, on parle d'églises où l'or coule comme l'eau, on parle de prêtres qui tremblent, on parle de portes qui s'ouvrent. Et plus on en parle, plus le récit s'éloigne de la géographie réelle. L'Uni devient un symbole de la capacité des hommes du Nord à frapper là où personne ne les attend. Mais la Méditerranée, elle, ne se laisse pas transformer en symbole. Elle reste une mer de contraintes. Les vents changent, les courants vous poussent vers des côtes hostiles, les ports se ferment, les vivres diminuent, les hommes tombent malades, les captifs deviennent ingérables, le butin pèse, les coques grincent, les rivettes travaillent, le fer fatigue. Et il y a ce moment dans toute expédition où l'on comprend que le prochain grand coup pourrait être le dernier. Pas le dernier coup de gloire, le dernier coup tout court.
celui après lequel on ne rentre pas. La coalition commence alors à se replier, non pas en fuyant, mais en calculant, en cherchant des routes de retour qui évitent les pièges, en choisissant des haltes où l'on peut refaire de l'eau sans se faire encercler, en évitant les ports trop évidents, en frappant encore parfois, parce qu'on ne peut pas s'empêcher, parce que l'occasion se présente, parce que les hommes veulent une dernière prise. Mais chaque prise supplémentaire est un pari, et dans ce tenir, il y a quelque chose de paradoxal. Plus l'expédition devient difficile, plus le nom de Björn devient solide, parce que la solidité d'un nom au IXe siècle ne se mesure pas à des archives, elle se mesure à la capacité de revenir avec des hommes qui parlent, avec des objets qui prouvent, avec des cicatrices, avec des pièces étrangères, avec des tissus qu'on n'a jamais vus au nord, avec des histoires qui font taire les sceptiques. La Méditerranée leur a donné des coups d'éclat, elle leur a aussi pris des navires, des hommes, des illusions. Elle a montré que le monde est plus grand que les fjords, plus complexe que les estuaires francs, plus dangereux que les monastères isolés. Elle a forcé des chefs comme Björn à devenir autre chose que des pillards saisonniers, des organisateurs capables de naviguer dans un espace saturé d'ennemis, de rumeurs, de pièges et de transactions. Et quand la flotte s'éloigne des côtes italiennes, quand les murs de pierre deviennent des lignes grises à l'horizon, il reste cette sensation étrange, celle d'avoir touché quelque chose d'interdit, d'avoir frappé un monde ancien, d'avoir arraché des morceaux de sa richesse, et d'avoir survécu assez longtemps pour raconter. Le récit déjà commence à se transformer. Dans la bouche des hommes, l'Unie n'est plus seulement l'Unie, elle devient la grande ville, elle devient la ville des Romains, elle devient presque Rome, et ce presque est un outil pour agrandir la gloire, un outil pour justifier les pertes, un outil pour faire du fer une légende. Mais la légende, elle, ne rame pas, elle ne boit pas, elle ne tombe pas malade, elle ne répare pas une coque au couteau sur une plage étrangère. Ce sont les hommes qui font tout cela. Des hommes qui, maintenant, regardent vers l'ouest, vers le détroit, vers l'Atlantique, vers la longue route du retour, et dans leurs coffres, dans leurs sacs, dans leurs mains, le butin pèse comme une promesse et comme une menace, parce qu'il faut encore rentrer, et rentrer après avoir réveillé toute une mer, c'est parfois plus dangereux que d'y être entré. Rentrer, c'est accepter que la mer vous juge une seconde fois. À l'aller, on est léger, nerveux, presque insolent. Au retour, on est chargé de métal, de tissus, de vaisselle sacrée arrachée à des autels, de pièces qui viennent de frappes inconnues, de chaînes, de bracelets, de ceintures, de tout ce qui se revend. Chargé aussi d'hommes qui ne rament plus comme avant parce que leurs épaules ont appris la douleur, parce que leurs mains ont des crevasses qui ne se referment pas, parce que le sel a mangé la peau jusqu'au sang. Chargé de captifs, parfois, qui pleurent dans une langue qu'on ne comprend pas, et dont la simple présence oblige à garder des yeux ouverts la nuit, chargé de rancœur, enfin. Parce qu'un butin, c'est une promesse de richesse, mais c'est aussi une promesse de dispute. La flotte qui vise l'ouest n'est plus la même que celle qui a franchi Gibraltar. Elle a perdu des coques, elle a perdu des hommes. Elle a gagné des histoires, oui, mais les histoires ne remplacent pas un gouvernail brisé, ni une voile déchirée, ni un rameur mort de fièvre. Et la Méditerranée, qui semblait au début une grande scène ouverte, devient un couloir où l'on se sent traqué. Les ports ont eu le temps de se parler, les tours ont eu le temps de se méfier, les cavaliers ont eu le temps de patrouiller, les pêcheurs, eux, ont appris à reconnaître la silhouette basse et longue, la voile qui n'est pas tout à fait comme les autres, la manière de se tenir au large avant de fondre. Alors on évite, on ruse encore, on se fait petit quand il faut, on se fait rapide surtout. On ne cherche plus la grande prise, on cherche la sortie, et c'est là que la logique du raid se retourne contre elle-même. Plus on a frappé, plus on a laissé de survivants, plus on a créé de témoins, plus on a fabriqué de vigilance. Le monde autour de vous s'est durci, il a appris votre grammaire. Le détroit à l'aller était un seuil, au retour c'est un goulot. 2 rives, 2 mondes, et au milieu, un passage où les vents peuvent vous clouer, où les courants peuvent vous pousser vers la côte au mauvais moment. Et la côte ici n'est pas une simple ligne de sable, c'est une zone de contrôle. Des places fortes, des garnisons, des hommes qui savent que vous êtes là, parce que la nouvelle vous précède. On imagine les feux sur les hauteurs, les signaux, les messagers. On imagine aussi les calculs. Faut-il vous attaquer ou vous laisser passer en espérant que l'Atlantique fera le travail? Faut-il négocier ou tendre un piège? Faut-il risquer des hommes pour un butin qui, peut-être, vous échappera de toute façon? Et puis il y a l'Atlantique. Le grand retour aux rudes, la mer qui ne négocie pas, la mer qui ne se laisse pas acheter, la mer qui ne se laisse pas tromper par un cercueil. Là, la ruse ne sert à rien. Là, il faut du bois solide, des rivets qui tiennent, des cordages qui ne cèdent pas.
des hommes qui rament quand le vent tombe, des hommes qui écopent quand la vague passe par-dessus le bordage. Le fer encore, mais dans sa version la plus humble, clous, agrafes, anneaux, tout ce qui maintient l'assemblage. Sans ces petites choses, la gloire se dissout dans l'écume. On parle souvent des Vikings comme d'une force brute, comme d'une tempête humaine. Mais une expédition au long cours, c'est d'abord une entreprise de maintenance. On graisse, on resserre, on recoud, on remplace, on surveille les fissures, on écoute les craquements. Un navire parle, et ceux qui vivent dessus apprennent à comprendre sa langue. Ce grincement-là, c'est la fatigue d'une planche. Ce claquement-là, c'est une couture de voile qui lâche. Ce bruit sourd, c'est peut-être un choc contre un objet flottant ou un récif mal vu. Et quand on est chargé de butin, chaque bruit devient une menace. Parce que le butin ne flotte pas. Le butin coule. Les hommes, eux, comptent. Ils comptent les jours. Ils comptent les rations. Ils comptent les morts. Ils comptent aussi les parts, déjà, avant même d'avoir revu le Nord. Et compter dans une coalition, c'est dangereux, parce que compter, c'est comparer. Et comparer, c'est accuser. Pourquoi lui a-t-il pris plus? Pourquoi ce navire a-t-il eu la meilleure prise? Pourquoi tel chef a-t-il gardé tel captif de valeur? Les disputes ne naissent pas seulement de la cupidité, elles naissent de la peur. La peur de rentrer pauvre après avoir risqué sa peau, la peur d'avoir été utilisé, la peur d'être le dindon d'une histoire qui fera la gloire d'un autre. Björn, dans ce retour, doit tenir son rang, un rang qui n'est pas un trône, mais une position fragile, faite de réputation et de capacité à distribuer. Distribuer, c'est gouverner. Et gouverner chez ces hommes, c'est savoir quand donner et quand frapper. Un chef qui donne trop devient faible. Un chef qui frappe trop devient haï. Il faut une main ferme, mais pas tremblante. Il faut une voix qui tranche, mais qui ne se casse pas. Il faut parfois un geste simple, montrer qu'on partage le risque, ramer quand il faut, dormir sur le pont comme les autres, manger la même ration. Parce que le prestige au IXe siècle n'est pas seulement une histoire racontée, c'est une présence. Et pourtant, ce prestige a besoin d'objets, il a besoin de preuves. Le Nord est un monde où l'on croit ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on peut peser. Une pièce étrangère, c'est une preuve. Un tissu de soie, c'est une preuve. Une croix d'or, même si l'on ne prie pas devant, c'est une preuve. Un livre surtout, c'est une preuve étrange. Un objet qui ne sert pas à couper, pas à boire, pas à se vêtir, mais qui vaut parce qu'il vient d'un monde où la parole est fixée, et ce monde-là impressionne. Il impressionne même ceux qui le pillent. Le retour, c'est aussi le moment où l'expédition se disperse, parce qu'une coalition tient tant qu'elle avance vers un but commun. Quand le but devient rentrer, chacun commence à penser à son propre fjord, à sa propre ferme, à son propre chef local, à ses propres ennemis. Certains navires se séparent, certains prennent une route différente, certains s'arrêtent pour un dernier coup de main, parce qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher, parce qu'ils voient une côte mal gardée. Un estuaire ouvert, une proie facile, et chaque séparation est un risque. Un navire seul est plus vulnérable, mais un navire seul est aussi plus libre. La liberté chez ces hommes est une drogue. Les sources franques, quand elles évoquent ces grandes expéditions, ne s'attardent pas sur les états d'âme. Elles notent des faits, des dates, des lieux, des destructions, des rançons. Elles voient des païens, des Nordmani, des hommes venus du froid, et elles les décrivent comme un fléau. Mais derrière le mot « fléau », il y a une réalité plus prosaïque. Des groupes qui cherchent des opportunités, qui exploitent les failles politiques, qui profitent des guerres civiles, des rivalités entre princes, des villes mal défendues, des estuaires ouverts. Et quand ces failles se referment, ils se déplacent. Ils ne sont pas invincibles. Ils sont adaptables. C'est là que le nom de Björn devient intéressant et presque insaisissable. On le voit apparaître dans des traditions, dans des récits, dans des généalogies. On le voit associé à des coups d'éclat. On le voit surtout transformé en fils de Ragnar Lodbrok, ce père mythique qui sert de pivot à tant d'histoires scandinaves. Mais ce lien si séduisant est d'abord une construction littéraire tardive, une manière de donner une cohérence familiale à des figures de chefs qui, dans les sources contemporaines, sont souvent des noms flottants, des silhouettes dans la brume des annales. Le paradoxe, c'est que plus un homme devient célèbre, plus il devient utile. Et plus il devient utile, plus on le réécrit. Un Björn qui a frappé loin, très loin, est un excellent ancêtre, un excellent modèle, un excellent argument. On peut dire, nous venons de lui. On peut dire, notre lignée a déjà touché les rivages du Sud. On peut dire, notre droit à commander est ancien, il est forgé dans le fer et dans la mer. Et dans un monde où l'autorité se construit par la réputation autant que par la force, ces phrases comptent quand la flotte revient vers les eaux plus familières, quand l'air change,
quand la lumière devient plus dure, moins blanche, quand les oiseaux ne sont plus les mêmes, il y a un soulagement qui n'a rien d'héroïque. Un soulagement animal. On reconnaît les odeurs. On reconnaît la manière dont la mer se comporte. On reconnaît les nuages. On reconnaît même la façon dont le vent vous frappe le visage. Et ce retour au connu, après des mois de langues étrangères et de côtes hostiles, donne une impression de renaissance, mais une renaissance inquiète. Parce que rentrer, c'est aussi affronter ce qui vous attend. Au nord, on ne vous attend pas avec des fanfares. On vous attend avec des regards qui évaluent, qui pèsent, qui comparent. On vous attend avec des questions silencieuses. Qu'as-tu rapporté? Combien d'hommes as-tu perdu? As-tu tenu tes promesses? As-tu ramené de quoi nourrir les tiens? Le prestige ici se mesure à la capacité de redistribuer. Un chef qui revient riche et qui garde tout devient une cible. Un chef qui revient riche et qui donne devient un centre autour duquel on se rassemble, un centre qui attire des hommes, des alliances, des mariages, des serments. La redistribution, c'est un rituel, pas forcément un rituel sacré, mais un rituel social. On ouvre les coffres, on étale, on montre, on fait briller, on laisse les autres toucher, on laisse les autres voir que ce n'est pas une histoire inventée. Et dans cette mise en scène, le fer est partout. Les armes posées, les anneaux, les broches, les pièces, les chaînes. Le fer comme preuve de violence, le fer comme preuve de voyage, le fer comme preuve de survie. Et puis il y a les récits. Les récits, c'est ce qui reste quand les objets se dispersent. Un bracelet peut être fondu, une pièce peut être dépensée, un tissu peut pourrir. Mais une histoire, si elle est bonne, se répète. Elle se répète dans les halls enfumés, autour des foyers, pendant les longues nuits. Elle se répète avec des variations. Elle se répète en grossissant. Elle se répète en se simplifiant. Et c'est là que la Méditerranée devient un mot magique, un mot qui, pour beaucoup, ne correspond à aucune carte, à aucune expérience directe, mais qui signifie, au-delà du monde connu, dire qu'on y est allé, c'est dire qu'on a franchi une limite. Dans ses récits, Björn devient côte de fer, non seulement parce qu'il porte une côte solide, mais parce que son nom sonne comme un programme. Les côtes, ce sont les rivages frappés, le fer, c'est l'outil, le fer, c'est la protection, le fer, c'est la trace. Et pourtant, le fer laisse peu d'archives. Il rouille, il se recycle, il disparaît. Les chroniques écrites, elles, sont du côté de ceux qui ont subi. Elles notent l'attaque, l'incendie, la rançon. Elles ne s'intéressent pas à la biographie intime du chef. Elles ne disent pas « voici son enfance, voici ses doutes, voici ses calculs ». Elles disent « ils sont venus ». Et c'est tout. Alors la vie de Björn, comme celle de tant de chefs vikings du IXe siècle, se retrouve prise entre deux types de mémoire. D'un côté, la mémoire écrite des adversaires, précise sur les dégâts, floue sur les hommes. De l'autre, la mémoire orale scandinave, riche en personnages, en filiations, en scènes, mais tardive, travaillée par des siècles, de récits, de besoins politiques, de fierté locale. Entre les deux, un espace. Un espace où la silhouette se dessine, mais où les contours restent incertains. On sait, ou plutôt on devine, ce que signifie revenir d'une expédition méditerranéenne pour un chef du Nord. Cela signifie avoir prouvé qu'on peut mener des hommes loin, très loin, et les ramener. Cela signifie avoir montré une compétence qui dépasse le simple courage. Navigation, logistique, choix des cibles, capacité à maintenir une coalition. Cela signifie aussi avoir accumulé assez de richesses pour acheter des loyautés, acheter des navires, acheter des armes, acheter des mariages, acheter des paix temporaires. Dans un monde où l'État n'existe pas comme machine administrative, la richesse est une forme de pouvoir direct. Elle se transforme en homme, et les hommes se transforment en pouvoir. C'est ainsi que la légende rejoint la politique. Car si, dans la tradition, Björn est associé à l'émergence d'une lignée royale en Suède, celle qu'on appelle plus tard la maison de Munse, ce n'est pas un hasard narratif. C'est une logique de mémoire dynastique. Les dynasties aiment les ancêtres qui frappent loin. Elles aiment les ancêtres qui ont des surnoms. Elles aiment les ancêtres qui peuvent être reliés à d'autres grands noms comme Ragnar. Cela donne une profondeur, cela donne une continuité, cela donne une aura. Mais l'historien, lui, reste prudent. Parce que les certitudes documentaires sont rares, les sagas sont tardives. Les généalogies peuvent être reconstruites, les noms peuvent être confondus. Et Björn, comme nom, n'est pas unique. Il circule, il se répète. Il peut désigner plusieurs hommes, ou un homme dont la mémoire a absorbé des exploits d'autres. Le brouillard n'est pas un défaut du récit, c'est la matière même du IXe siècle scandinave. Un monde où l'écriture existe, mais où elle n'est pas l'outil principal de la mémoire politique. Ce brouillard, pourtant, ne doit pas faire oublier la réalité concrète. Au milieu du IXe siècle, des flottes venues du Nord ont bel
eh bien frappé l'Hispanie, ont bel et bien pénétré en Méditerranée, ont bel et bien attaqué des côtes et des villes, ont bel et bien forcé des pouvoirs locaux à réagir. Et dans cette réalité, Björn Jarnsida apparaît comme un nom associé à une expédition majeure, aux côtés de Hastein, deux chefs, deux réputations, deux manières de se faire un nom, et une coopération qui, comme toutes les coopérations de ce type, est probablement faite d'intérêt autant que de respect. Que devient un homme comme Björn après cela? La fin est obscure. Les sources ne nous offrent pas une scène finale nette, pas de mort spectaculaire, pas de tombe identifiée avec certitude. Et c'est presque logique. Les chefs vikings ne meurent pas toujours dans un moment digne d'un chant. Ils peuvent mourir de maladie, d'une blessure mal soignée, d'un conflit local, d'une querelle de succession, d'un accident. Et même s'ils meurent dans la violence, cette violence peut ne pas être enregistrée par ceux qui écrivent, parce que ceux qui écrivent, souvent, écrivent ailleurs. Ce qui reste, c'est l'effet sur les hommes qui ont navigué avec lui, l'effet sur les communautés qui ont vu revenir des navires chargés d'objets du Sud, l'effet sur les imaginaires. Car rapporter de la Méditerranée, ce n'est pas seulement rapporter de l'or, c'est rapporter des formes, des motifs, des techniques, des idées, des manières de fabriquer, des manières de commercer, des manières de négocier. Même le simple fait d'avoir vu des villes de pierre, des ports organisés, des administrations, des monnaies variées, peut changer la façon dont on pense le pouvoir au nord. Et puis il y a l'autre effet, plus sombre, l'effet sur les adversaires. Les royaumes et les cités qui ont été frappés apprennent, ils renforcent, ils ferment, ils organisent des défenses côtières, ils construisent ou réparent des fortifications, ils mettent en place des systèmes d'alerte, ils comprennent que la menace n'est pas un événement isolé, mais une méthode. Et cette compréhension réduit la fenêtre d'opportunité. Ce qui a été possible vers 859 ne le sera pas forcément 10 ans plus tard, ou pas de la même manière. La mer, comme un organisme, développe des anticorps. C'est peut-être là, au fond, que se trouve la clé de cette silhouette à moitié noyée dans la légende. Björn n'est pas seulement un homme, il est un moment. Un moment où les flottes vikings ont atteint une maturité technique et organisationnelle suffisante pour tenter l'impensable. Un moment où les pouvoirs locaux, en Francie comme en Méditerranée, étaient assez divisés, assez surpris, assez lents à coordonner leurs réponses. Un moment où l'audace pouvait encore payer. Et quand ce moment passe, il ne reste que les récits, parce que les conditions qui les ont rendus possibles se sont déjà transformées. Dans les halls du Nord, on ne raconte pas la dysenterie. On ne raconte pas les gencives qui saignent. On ne raconte pas les captifs qui meurent en mer et qu'on jette par-dessus bord, lestés d'une pierre, parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne raconte pas les disputes sur les parts, les menaces, les coups donnés dans l'ombre. On raconte la ville prise, on raconte la ruse, on raconte la mer franchie, on raconte le retour, on raconte le fer qui a tenu. Et ce fer, justement, devient une métaphore parfaite pour la mémoire. Le fer est dur, mais il rouille. Le fer brille, mais il se ternit. Le fer peut être forgé en arme, puis refondu en outil. Il change de forme. Il survit en se transformant. La mémoire de Björn fait la même chose. Elle survit en se transformant, elle passe des faits aux récits, des récits aux sagas, des sagas aux généalogies, des généalogies aux identités politiques. Elle devient une matière malléable mais résistante, une matière qu'on peut marteler pour lui donner une forme utile. Alors, quand on prononce Björn Côte de Fer, on prononce à la fois un nom et un bruit, le bruit des rivets qu'on frappe dans une planche, le bruit d'une hache sur une porte, le bruit d'une chaîne qu'on traîne, le bruit d'une pièce qui tombe sur une table. Et derrière ce bruit, on devine un homme qui a dû apprendre à être plus qu'un guerrier, un organisateur, un négociateur, un arbitre, un navigateur, un homme qui a compris que la gloire ne se gagne pas seulement en frappant, mais en revenant. Revenir, c'est la victoire la plus difficile, parce que revenir, c'est affronter la mer, les ennemis, la fatigue et ses propres hommes. Revenir, c'est tenir ensemble ce qui veut se disperser. Revenir, c'est transformer un raid en capitale politique. Et si la fin de Björn se perd dans l'ombre, son retour, lui, a laissé une empreinte assez forte pour que des générations aient envie de le revendiquer. On peut presque voir la scène sans la figer en images trop nettes. Des navires qui glissent dans une eau plus froide, des silhouettes. Sur la rive, des chiens qui aboient, des enfants qui courent, des hommes qui s'avancent sans sourire, parce qu'ils veulent d'abord compter ce qui manque. On tire les coques sur la grève. On touche le bois comme on touche un survivant. On ouvre les coffres. On sort les objets du Sud, et pendant un instant, le Nord et la Méditerranée se rencontrent dans un même tas de métal et de tissus, sur une plage grise, sous un ciel bas. Après, tout se disperse. Les objets changent de main, les hommes repartent vers leurs fermes, leurs querelles, leurs alliances. Les blessures cicatrisent, tout s'infecte.
Les morts restent morts. Les chefs, eux, gardent ce qui compte le plus, le droit de parler plus fort que les autres, parce qu'ils ont été plus loin. Et dans ce droit, Björn a trouvé sa place. Le reste appartient au brouillard, un brouillard fait de sel, de fumée, de paroles répétées, de noms recopiés des siècles plus tard, de pères mythiques et de fils glorieux, un brouillard où l'on distingue encore, par moments, l'éclat d'un rivet, un petit point de fer, suffisant pour accrocher la lumière, suffisant pour que la légende tienne,